Le sport a changé. Il ne sera plus jamais comme avant. Le sport est mort. Ça, c'est tout ce que je peux entendre quand je parle de sport avec des gens. Aujourd'hui, quand on regarde un match de foot, de rugby, de basket ou peu importe, est-ce qu'on regarde encore du sport? Ou est-ce qu'on regarde simplement des chiffres en mouvement? Avant, le sport c'était quelque chose d'instinctif, où le génie, l'imprévu, les émotions étaient mis en avant. Là où une décision irrationnelle d'un joueur animait les débats entre collègues pendant des heures et des heures. Ou quand un geste fou te donne envie de le reproduire avec tes potes lors de la récréation. En bref, des situations qu'aucun chiffre ne pouvait expliquer. Mais aujourd'hui, le sport se mesure, il se calcule, il s'analyse. Des capteurs, des GPS, des traceurs, des algorithmes font leur apparition. Chaque course de joueur est comptée, mesurée et comparée. Chaque tir est évalué, que ce soit l'angle, la vitesse, la force. Chaque joueur est noté de la veille et sera noté à sa prochaine apparition. En fait, peu importe l'action, peu importe la décision, elle sera scannée, analysée et soumise à un algorithme avant de rentrer dans une base de données. Donc d'un côté, nous avons la romantisation du sport. On met en avant l'émotion, l'instinct, la magie que nous procurent les actions. De l'autre, la rationalisation totale de la performance, où seule l'efficacité, l'optimisation et le rendement est mise en avant. Et aujourd'hui, une question divise joueurs, entraîneurs et surtout supporters lors de nombreux débats. Les statistiques ont-elles amélioré le sport ou l'ont-elles tué à jamais? Avant les capteurs, avant les algorithmes, avant les pourcentages et les graphiques, le sport se lisait à l'œil nu. Ou comme dirait mon père, il se lisait avec le cœur. Les décisions ne venaient pas d'un ordinateur. Elles venaient du regard d'un entraîneur, d'un prépa physique ou peut-être même des joueurs eux-mêmes. Tout était basé sur l'intuition, le vécu et les expériences antérieures. Un joueur allait bien, on le voyait, il n'avait pas besoin d'un GPS pour le prouver. Un autre étant en difficulté, ça se sentait dans son attitude, dans son body language. On parlait de feeling, de confiance, de rythme. Les choix se faisaient par rapport à ce qu'on ressentait sur le moment, de ce que le sport n'était pas capable de quantifier. Il y avait bien des statistiques à l'époque, mais elles étaient simples, limitées, je dirais même secondaires. Des buts, des points, des victoires. Rien qui prétendait expliquer le jeu. Le sport n'était pas encore disséqué comme maintenant. Il était simplement vécu. À cette époque, le sport avait ses nombreux génies. Des joueurs impossibles à ranger dans une case, impossibles à résumer par un chiffre. Ils faisaient des choses que personne n'attendait, et surtout que personne ne pouvait prévoir. Au foot par exemple, notre Zidane national, la légende, le chauve préféré des Français. C'était une vision du jeu hors du temps. Ce n'était pas le joueur le plus rapide, pas le plus intense, pas le plus physique, mais il était toujours au bon endroit, au bon moment. Ronaldinho, l'imprévisible incarné. Un sourire, un geste fou, une passe qui défie la logique. Si son hygiène de vie était analysée comme celle des joueurs d'aujourd'hui, personne n'aurait pu prévoir que ce joueur soit si talentueux et efficace une fois sur les terrains. En basket, Iverson, inefficace selon certains dû à sa petite taille d'1m82, qui statistiquement est relativement basse pour un joueur de basket, qui ont une taille moyenne en NBA de 1m99. Mais ce joueur était capable de renverser un match par la seule force de son talent. En rugby, ces ouvreurs au demi-mêlée dits créatifs, ceux qui tentaient des coups impossibles, qui jouaient avec le risque, avec l'instinct, le French flair comme on aime l'appeler. Leur point commun, ce sont des joueurs uniques, drivés par leur talent brut, leur instinct et leur créativité. Ce ne sont peut-être pas les joueurs les plus optimaux, et bien sûr que la présence de statistiques à leur époque aurait pu être bénéfique, ou peut-être que ça aurait simplement bridé leur génie. Car à cette époque, le sport ressemblait à un art. L'erreur faisait partie du jeu, elle n'était pas une faute statistique, c'était juste une étape. Rater un geste n'était pas un drame, c'était le prix à payer pour tenter quelque chose. Le beau geste comptait, parfois même beaucoup plus que l'efficacité. Une passe à l'aveugle, un dribble inutile mais sublime, un tir audacieux. Il fallait tester, se tromper, laisser libre cours à ses envies pour débloquer une situation, se rapprocher du but, désarçonner l'adversaire et époustoufler le public. Et à cette époque, le public ne demandait pas toujours le choix le plus rentable. Il voulait simplement vibrer. La prise de risque était valorisée, encouragée, presque célébrée. Parce que c'est dans le risque que naissent les moments de magie. Le sport était bourré de défauts, d'imperfections, il n'était pas parfait. Mais son imprévisibilité faisait que regarder un match était quelque chose de chaleureux, d'humain, de vivant. Et puis tout a changé. Au début des années 2000, quelque chose de nouveau s'installe dans le sport. Une révolution silencieuse. Une révolution qui ne commence pas sur les terrains, mais à l'extérieur, dans l'ombre. La technologie progresse, les ordinateurs, les puissances de calcul explosent. Ce qui avant semblait impossible à mesurer et quantifier devient soudain à notre portée. Les matchs sont désormais filmés sur tous les angles possibles, les joueurs sont suivis à la trace avec l'arrivée des premiers capteurs GPS. Chaque déplacement, chaque accélération, chaque effort peut et est enregistré. Le sport rentre dans l'ère de la donnée, l'ère de la data. Et un moment bien précis symbolise ce basculement dans cette nouvelle ère. Un moment qui ne vient même pas du football, mais d'un sport bien plus connu et apprécié chez nos voisins les Américains. Le baseball. En 2002, la franchise des Oakland Athletics, une petite équipe avec un budget dérisoire face aux géants du championnat, peine à rivaliser. Elles ne possèdent pas les mêmes armes et ne peuvent pas recruter des meilleurs joueurs. Alors ils tentent quelque chose qui n'avait jamais encore été fait, quelque chose qui va devenir un concept à part entière, le concept du Moneyball. L'idée est assez simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Arrêter de recruter sur l'instinct, la réputation et le physique des joueurs. À la place, la franchise s'appuie sur des statistiques ignorées par tout le monde. Il n'est plus question de regarder uniquement les home runs spectaculaires, le charisme des joueurs. Là, on est sur une analyse de chiffres froids, de données qui étaient jugées sans importance, comme par exemple la capacité à atteindre la base, la régularité des joueurs, leur efficacité réelle.
En bref, leurs projecteurs se tournent sur des joueurs dits sous-cotés, moqués, considérés comme moyens, mais qui une fois tous assemblés dans une seule équipe, produisent plus de victoires qu'une équipe de stars surpayées. Le résultat ? Une équipe sans grand nom, sans glamour, certes, mais une équipe qui gagne. Ce concept défie tous les pronostics et à ce moment précis, le monde du sport change, car tout le monde comprend une chose, les chiffres peuvent battre l'intuition, et à partir de là, plus aucun sport ne sera épargné. On peut alors se demander pourquoi cette révolution et son implantation fut si rapide. C'est assez simple, car les objectifs des clubs sont clairs, gagner plus, dépenser mieux. Surtout dans une époque où les budgets explosent, où chaque recrutement, choix, envie devient un investissement. Et surtout, réduire le risque. Moins d'erreurs lors des recrutements, moins de blessures, moins de décisions basées sur le hasard. Le sport change alors de statut. Le sport devient une industrie où chaque choix a un coût et un impact. Où chaque donnée peut faire la différence. Dans ce contexte, ignorer les statistiques, c'est prendre du retard face à la concurrence. Mais alors concrètement, qu'est-ce que les clubs mesurent aujourd'hui ? Tout d'abord, il y a le corps des athlètes, les données physiques que ça soit, les distances parcourues, l'intensité des courses, les charges de travail, les signes de fatigue. L'objectif derrière tout ça, c'est de savoir quand il faut pousser un joueur ou au contraire, savoir quand il faut le protéger. Ensuite, il y a l'analyse de jeu, les données techniques, le nombre de passes, les tirs, les duels gagnés, les pertes de balles, en gros, tout ce qui décrit l'action visible. Il y a également les statistiques plus avancées, les statistiques qui cherchent à expliquer le XG, le XA, le PER, les probabilités de victoire, les modèles qui tentent de mesurer la qualité et pas uniquement le résultat. Et pour finir, il y a les données les plus incertaines, les données prédictives, qui servent par exemple à anticiper les blessures, estimer le potentiel de progression, projeter la performance dans le temps. Le sport n'est plus seulement analysé après coup, il est anticipé sous tous ses aspects. En quelques années, les statistiques ne sont plus des outils secondaires, elles deviennent au centre des décisions. Mais soyons honnêtes 30 secondes, les stats ont fait progresser le sport. Physiquement en premier lieu, la préparation physique n'est plus approximative, elle est bien plus précise et adaptée. Maintenant que l'on sait à quelle intensité un athlète court et à quel moment il dépasse ses limites, la gestion de la charge d'entraînement devient centrale. Les joueurs ne s'entraînent pas moins, ou bizarrement comme certains non-initiés pourraient le croire en voyant les entraînements spécifiques de certains sportifs. Ils s'entraînent simplement mieux. Et les résultats dans tout ça ? Moins de surmenage, moins de blessures et des carrières plus longues ou simplement une meilleure santé. Les joueurs qui autrefois auraient lâché les crampons à 30 ans peuvent aujourd'hui performer bien plus longtemps. Les statistiques ont aussi permis de corriger certaines injustices, car pendant longtemps, le recrutement reposait uniquement sur l'œil et ce que dégageaient les joueurs. Mais certains talents, des talents moins exposés, passaient sous les radars, parce qu'ils n'avaient pas le bon physique, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne réputation. L'arrivée de la data a permis de changer ça. Elle a permis d'identifier des joueurs efficaces sans pour autant être spectaculaires. Le profil que l'on dit moyen en apparence, mais qui en fait sont essentiels dans l'équilibre d'une équipe. Les joueurs qui ne font pas la une, mais qui font gagner. Grâce aux chiffres, le rendement prime parfois sur l'image. Et ça, en soi, c'est une révolution. Sur les terrains, la data a également tout transformé. Les adversaires sont analysés dans les moindres détails que cela soit, leurs habitudes, leurs points forts, leurs faiblesses. Les plans de jeu deviennent alors plus précis. Les joueurs savent maintenant où presser, quand reculer ou attaquer. Le sport gagne en profondeur tactique, il devient un jeu d'échecs où chaque décision est pensée, chaque ajustement est préparé, un lieu où le hasard perd sa place. Les données ont pris une telle place que les métiers tels qu'analystes vidéo voient le jour. En effet, la data a également rapproché le sport de la science. Médecins, prépa physique, analystes, tous travaillent main dans la main et permettent d'avoir des approches plus fines. L'approche médicale change. Maintenant, nous sommes beaucoup plus dans la prévention. On n'attend plus la blessure, on essaye de les anticiper. L'entraînement devient individualisé. Par exemple, 2 joueurs au même poste, au même âge auront sûrement 2 programmes différents, parce que chaque corps réagit différemment. Grâce aux stats, le sport est devenu bien plus performant, plus structuré et surtout bien plus durable, que ce soit pour les clubs ou même pour les athlètes. Mais cette progression a aussi un revers. Chaque progrès a un coût, car à force de tout optimiser, le sport commence à se ressembler. Tout se ressemble, les équipes jouent de plus en plus de la même manière, ils ont tous les mêmes schémas, les mêmes circuits, les mêmes principes. Et pourquoi une telle homogénéité fait son apparition ? Simplement parce que les statistiques montrent ce qui rapporte le plus. L'option qui selon la data est la plus rentable devient alors la norme, et tout ce qui en dévie et sort des cases devient suspect. Donc progressivement, les styles uniques disparaissent, il y a moins d'identité sur les terrains. Les styles de jeu s'uniformisent. Donc avec la data, une nouvelle peur fait son apparition, la peur de mal faire. Chaque action est mesurée, comparée, jugée. Alors les joueurs prennent moins de risques. Il y a moins de gestes fous qui faisaient lever tout un stade, que ce soit les supporters de son équipe ou même celle de l'adversaire. En fait, les gestes en question deviennent même des mauvais choix statistiques. Une perte de balle évitable, une décision non optimale. Dès la formation, les profils sont modelés, les jeunes sont conditionnés à rentrer dans des cases, conditionnés à jouer juste, ne jamais en faire trop. On encadre leur talent. Et à mon sens, c'est là que la rupture est la plus visible. Car maintenant, un tir moche, mais rentable, vaudra toujours plus qu'un geste spectaculaire. Prenons comme exemple le football. Les tirs sont pris dans les zones optimales. Là où on marque le plus, pas forcément là où c'est beau. Ce phénomène a fait émerger une expression très présente sur les réseaux sociaux que je déteste personnellement, c'est « mettre un tapin ». Mais le changement le plus profond est humain.
De plus en plus de joueurs deviennent de simples lignes statistiques. Un pourcentage de réussite, un indice de performance. Le joueur peut ne pas être encore majeur qu'une valeur marchande peut déjà lui être attribuée par rapport à ses performances. Donc avec ça, une nouvelle pression s'ajoute à tout le reste. On n'est plus dans le cadre de gagner ou de perdre, mais de performer selon les chiffres. Tu peux avoir joué, donner le meilleur de toi-même, mais être jugé sous-performant. Pas selon ton coach, pas selon le public, pas selon l'émotion, mais selon des données. Au point où on commence à se demander si on a gagné en efficacité au prix de l'âme du sport. Les statistiques sont partout et accessibles par tous. Sur les écrans, les applis, sur les réseaux, XG en temps réel, le pourcentage de réussite, les cartes de chaleur. Le supporter est également devenu analyste et les débats qu'on pouvait avoir qui commençaient par « t'as vu l'action qu'il a fait ?» sont devenus des « les chiffres disent que ». On ne discute plus vraiment, on est plus dans la comparaison de données. Et petit à petit, l'émotion pure recule. Cette transformation change aussi notre ressenti. Les actions deviennent alors prévisibles. On sait ce qui va se passer, ou du moins, ce qui est censé se passer. La folie et le hasard se font bien plus rares. Beaucoup ont cette impression de regarder des matchs calculés comme si chaque action avait été validée en avance, déjà négociée. Je ne dis pas que le sport est truqué ou quoi que ce soit. Le sport reste sûrement l'activité la plus intense qui soit, mais il perd de sa surprise. Mais ce serait malhonnête de s'arrêter uniquement sur ça, car le spectateur a aussi gagné quelque chose. Et cette chose, c'est une meilleure compréhension du jeu. Aujourd'hui, on voit ce qu'on ne voyait pas forcément avant. Les déplacements sans ballon, les espaces créés, les choix tactiques, le sport se lit différemment. On ne regarde plus simplement l'athlète, on observe l'ensemble du système. Les statistiques deviennent alors un nouveau langage, une nouvelle manière de parler sport. Elles ouvrent de nouvelles perspectives et enrichissent les débats. Alors est-ce qu'on a dû perdre en émotion pour gagner en compréhension? Ou peut-être qu'on a simplement changé notre façon d'aimer le sport? Le sport a toujours eu ses héros. Mais avant, un grand joueur, ce n'était pas un joueur aux statistiques parfaites. C'était un génie dans son domaine, certes, mais avec des défauts. Il perdait des ballons de temps en temps. Il provoquait souvent, il les ratait parfois. Mais quand il réussissait une de ses actions, le match prenait une autre dimension. Il faisait tout basculer. Mais aujourd'hui, les héros ont changé de visage. On ne cherche plus l'exception, celui qui nous fera vibrer. Mais on cherche plutôt le profil parfait, le plus optimal, le joueur complet, régulier, avec le moins de failles, mais au détriment de la fulgurance. Les profils trop créatifs sont souvent jugés inefficaces, trop risqués pour le jeu, alors ils jouent moins, ou disparaissent peu à peu. Et le problème de cela, c'est que l'on passe peut-être à côté de talents uniques, des joueurs qui ne rentreront dans aucune case, mais qui peuvent changer l'histoire d'un match, ou peut-être même du sport en général. La data protège, mais elle peut aussi exclure. Et pourtant, certains sortent des schémas classiques, certains résistent, des génies qui dépassent les modèles que l'on peine à expliquer avec des chiffres, que seul le jeu révèle, parce que les statistiques n'arrivent pas à les mesurer. Du moins, elles peuvent peut-être mesurer les actions, mais pas l'impact, ni le leadership, ni l'inspiration, et encore moins l'aura. On parle de joueurs qui sont capables de changer l'énergie entière d'une équipe et qui coupent le souffle du stade entier une fois que le ballon est touché. Les héros n'ont peut-être pas disparu, ils sont simplement plus rares. Alors bon, les stats ont-elles tué le sport? Personnellement, je pense que non. Mais pour moi, le vrai problème de la data, c'est son excès et toutes ses mauvaises interprétations. Les statistiques ne mentent pas, mais elles ne disent pas tout. Les gens prennent les chiffres comme une vérité absolue, et c'est très mauvais pour le sport. La data est un vrai outil et doit être utilisée comme un outil. Elle doit aider à prendre des décisions et pas décider à notre place. Parce que le sport reste humain, bourré de faits qu'aucun algorithme ne peut prévoir. Un éclair de génie, un choix impensable. Les plus grandes histoires du sport n'auraient jamais été validées par un tel modèle. Le futur du sport ne se joue pas contre la data. Le futur se joue avec elle. Mais il faut trouver un équilibre. Parce que le jour où le sport ne surprend plus, il cesse d'être du sport.